Vous n'aviez réclamé ni gloire, ni l'élan, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort éblouie par les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, et cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, les doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. C'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans un en moins pour le peuple allemand. Journée exceptionnelle d'hommage à Missak et Méliné Manouchian, organisée par le Parti communiste, ici à la Seine, ville où Missak a résidé et travaillé peu après son arrivée en France, à l'occasion de leur entrée au Panthéon le 21 février. Plus qu'un simple hommage, cette journée sera avant tout un moment culturel et politique dont nous espérons qu'elle sera riche en débats. Pour animer cette journée, nous avons invité plusieurs intervenants qui ont accepté de faire le déplacement et nous les en remercions. Il y aura bien entendu Jean-Marie Guillaume qui est déjà installé, qui est historien, spécialiste de la résistance et qui nous parlera ce matin du rôle qu'ont joué les femmes étrangères dans la résistance varoise. Cet après-midi, il y aura une table ronde avec Gérard Streff, qui est déjà présent et que vous pouvez rencontrer et qui a commis un très bel ouvrage et qui nous présentera son livre Missak et Méliné en couple en résistance. Et vous pouvez faire dédicacer, acheter et faire dédicacer le livre auprès de Gérard qui est déjà présent juste derrière vous. Nous allons recevoir également Léo Purguette, président de la Marseillaise, et Denis Lanois, coordinateur national de la commission culture du Parti communiste, qui discuteront autour d'une table ronde sur les implications politiques que représente cette entrée au Panthéon. Toute la journée également, vous pourrez admirer l'exposition qui a été réalisée par la section sénoise du Parti communiste. Également, pour le repas de midi, on vous proposera un plateau de dégustation de plats arméniens qui ont été confectionnés par les camarades. Et donc ça vous va peut-être un peu de découvrir, de voyager un peu à l'occasion de cette journée. Nous remercions également le journal La Marseillaise qui fête ses 80 ans, qui est un journal qui a été fondé par des résistants. Merci à la librairie Les Papiers Collés qui vous propose toute une sélection d'ouvrages autour de Missak Manouchian et de la résistance. Donc pareil, vous pouvez voir les ouvrages, il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a une bande dessinée qui est sortie cette année également. Il y a beaucoup de livres qui sont exclusifs et qui sortent à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Donc n'hésitez pas à consulter, il y a des choses très intéressantes. On remercie également les associations l'ANAC et le CRCN qui proposent également des expositions qui sont visibles au niveau de leur stand. Donc merci à eux. Merci à tous, à vous tous qui êtes présents également pour cette journée. L'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, il y avait que lui Méliné, les 23, et toute la résistance étrangère, juive, communiste, est un moment fort pour tous ceux qui partagent les idées de paix, d'égalité et de transformation de la société portées par les communistes.
C'est l'aboutissement d'un juste combat de reconnaissance, porté notamment par Pierre Ouzoulias, sénateur communiste et petit-fils d'Albert Ouzoulias, compagnon d'armes de Missak Manouchian. Pierre Ouzoulias nous a fait un petit mot que nous allons diffuser tout à l'heure, juste avant l'intervention de Jean-Marie. Il en va de même pour l'idée du communisme que défendaient les Manouchians. Alors que les crises successives, l'inflation, la libéralisation, le changement climatique, le chômage affectent de plus en plus durement les Français, alors que certains, dont le RN, tentent chaque jour de tracer un trait d'union entre le communisme et le fascisme, alors que la guerre menace à nouveau d'emporter l'Europe, alors le communisme reste l'idée la plus novatrice et la plus moderne proposée à l'humanité. Le communisme, c'est la prise en compte politique concrète de l'humanisme, de la solidarité et de la liberté. C'est la solution aux contradictions du capitalisme, aux enjeux climatiques. Le communisme, c'est la lutte quotidienne pour un monde où chacun peut vivre en paix, dignement, et qui permettent l'émancipation de chaque individu. Ces combats, c'était ceux de Missak et Méliné Manouchian, et ce sont des combats que nous continuons de porter aujourd'hui. Alors j'aimerais terminer cette introduction par quelques mots qui furent les derniers mots de nombre de nos camarades qui sont tombés sous les balles des nazis. Vive la résistance française et vive le Parti communiste. C'est-à-dire que je parle de Méliné pour essayer de rééquilibrer l'image de ces résistants et la place des femmes. Je considère qu'il y a eu énormément de femmes résistantes et énormément de femmes militantes dans les FTP-MOI. Lorsqu'ils sont arrêtés, le groupe, en novembre 1943, c'est 60 militants qui sont arrêtés, dont 20 femmes, c'est-à-dire un tiers de cette énergie militante, c'était des femmes. Elles jouaient un rôle considérable et souvent très dangereux, c'est-à-dire que c'est elles qui portaient les armes. On s'arrangeait, si je puis dire, au moment d'opération, à ce qu'il y ait un rendez-vous entre les trois membres de chacune de ces opérations. Elles planquaient les armes dans des berceaux, dans des sacs d'alimentation. Elles arrivaient sur le lieu de l'opération, l'homme venait, prenait l'arme, tirait, remettait l'arme, et c'est la femme qui repartait avec, parce qu'on considérait que s'il y avait chasse aux militants, eh bien les flics et les Allemands allaient plutôt s'en prendre aux hommes qui fuient, etc., et vont laisser tranquilles les femmes. Donc il y a eu une présence, présence féminine, qui, à mon avis, est négligée, mais ça, mesdames, vous le savez bien, que ce soit en culture, en politique, etc., le rôle des femmes est systématiquement négligé, et je pense que les historiens feraient bien de travailler, parce qu'on a les noms, mais pas assez des monographies sur ces personnages-là. Donc justement, pour demeurer dans la continuité de la question des femmes, du combat des femmes au sein des FTP-MOI, il y a aussi dans le siège de Manouchian Olga Banchik, dite Pierrette, qui va très activement participer à la lutte armée. Parle-nous d'elle, donc cette jeune mère juive roumaine de 32 ans.
Banchik, magnifique, magnifique Banchik. Et beaucoup plus discipliné que les hommes d'ailleurs, parce que souvent ce sont des jeunes gars du groupe qui vont reprendre contact avec leur famille, donc reprendre contact avec les flics de fait. Elle est mariée, elle a une petite fille qu'elle appellera évidemment Dolores, puisque Dolores Ibarruri. Elle a un époux qui est un communiste, un télo roumain. Eh bien, ils vont avoir une vie extrêmement séparée. Elle ne voit plus sa fille, elle ne voit plus son mari, elle s'occupe des armes. Et chez elle, elle s'appellera Madame Dupont, évidemment, et chez elle, quand les flics vont arriver, ils vont découvrir un arsenal absolument incroyable et qui les sidère parce qu'elle n'était absolument pas repérée. Donc, Banchik, formidable, très. Il y a un petit livre qui a été consacré à Banchik, ça c'est bien. Elle sera, vous avez vu, déportée et guillotinée. On dit souvent décapitée, en fait elle sera guillotinée. D'ailleurs, vous avez toute une sélection d'ouvrages sur les femmes résistantes étrangères, notamment au niveau du point librairie. Et dans l'historiographie de la résistance, on se rend vraiment compte que les femmes sont souvent minorées. Le statut d'une femme étrangère fait qu'elle est d'autant plus marginalisée. Est-ce que c'est pour toi le signe, même si tu as en partie un peu répondu déjà à cette question, mais est-ce que c'est pour toi le signe d'un ostracisme à combattre et que ça doit aujourd'hui aussi faire partie, cette mémoire de la résistance féminine, des luttes féministes qu'on doit porter Bien sûr. Ça, nous sommes engagés dans une bataille féministe qui va durer très longtemps. On a tous, qu'on le veuille ou non, une espèce d'héritage machiste que l'on retrouve systématiquement, y compris en politique, y compris en culture. Donc je considère que là aussi, on a cette trace, et là aussi, tout ce qui permettra de montrer le véritable rôle des femmes, alléluia. Alors il y a une autre figure de la résistance qui a été honorée, c'est Joseph Epstein, dit colonel Gilles, qui lui est donc le chef des détachements FTP-MOI d'Île-de-France, qui a reçu les hommages de la nation le 21 février. Ce résistant a longtemps été marginalisé, ce qui nous démontre finalement le processus très hasardeux de l'héroïsation. Comment tu expliques que son combat ait été à ce point minoré alors que Joseph Epstein a eu tout de même un parcours absolument significatif et qu'il subit 6 mois d'incessantes tortures, malgré lesquelles il voile son identité jusqu'au bout et sauve une partie, épargne une partie du réseau? En partie, il paye son propre courage, c'est-à-dire qu'il ne donnera jamais son nom et que pendant tout un temps, on ignorera aussi cette place importante. Et puisqu'on parle d'Epstein, je veux signaler que quand je me suis mis à travailler sur les FTP-MOI, je me suis aperçu qu'il y avait des questions qui traversent le mouvement communiste et le mouvement résistant et qui sont des questions totalement légitimes. Par exemple, la première question, c'est quand est-ce qu'on va passer à la lutte armée? C'est une question qui se pose dans les années 41-42 et puis on connaît la réponse qui a été donnée. Une autre question, c'est quelle est l'action qui va être la plus efficace? Par exemple, est-ce qu'il faut plutôt zigouiller un officier supérieur allemand ou faire dérailler un train? C'est pas un détail parce que ça signifie mettre des forces d'un côté ou de l'autre. Et ça signifie aussi que si vous zigouillez un officier allemand, tout le monde va en parler, mais l'efficacité militaire est à peu près nulle parce que c'est politiquement très important, militairement nul. Par contre, si vous faites dérailler un train, et attention, des trains allemands, des trains allemands, parce que là aussi, on le dit dans le film, ils sont en contact avec la SNCF. Pas question de faire dérailler un train français. Imaginez des résistants étrangers qui font dérailler un train français. Donc, c'était... voilà. Mais le problème, c'est que si vous faites dérailler un train, la presse n'en parle pas.
il y a un blocus, les Allemands cachent l'information, et bon, ben voilà. Donc c'était des choix. C'était des choix tout à fait importants. Et puis, je termine avec Epstein. La question qui est à l'ordre du jour, c'est que la direction du parti va demander au FTP-MOI des actions plus spectaculaires. Vous voyez, quand ils opèrent à 3, ils opèrent vite, ils tapent, ils disparaissent. Et le parti leur dit maintenant il faut essayer de faire des actions de masse, entre guillemets, et d'être un peu plus présent. Et ça, les FTP-MOI hésitent, parce qu'on est dans des conditions urbaines, c'est compliqué de sortir beaucoup de monde en même temps, c'est très risqué, etc. Donc il y a un débat entre Epstein et la direction du parti, Duclos, etc., et le reste des FTP-MOI, Manouchian, sur comment on agit, comment on tape, etc., etc. Et alors justement, les FTP-MOI mènent une guérilla urbaine dans un relatif dénuement. Pourtant, la lutte armée, elle prend vraiment des formes assez spectaculaires, hein, ce dont on se rend compte. Comme tu l'expliques, ces attentats contre les dirigeants allemands, les déraillements de trains. Comment étaient spécifiquement structurés justement ces FTP-MOI de la région parisienne Comment ils sont structurés? Encore une fois, vous avez entendu les chiffres, on va dire qu'ils sont en permanence une centaine. Bien sûr, il y a des répressions, il y a la prison, etc. Donc ces chiffres bougent un peu. Ils sont organisés en 4 détachements, 3 détachements qui sont plus particulièrement, qui visent plus particulièrement le sabotage ou s'en prendre à des officiers allemands, et le 4e détachement qui était le plus technique, le plus prestigieux aussi, dirigé par Boksov, et qui consiste à faire dérailler les trains. Alors comment ils faisaient dérailler les trains? D'abord ils avaient les infos sur les trains allemands, et ils s'éloignaient de Paris dans un rayon de 20-30 km, où au passage de trains allemands, donc ils vont procéder à ces opérations. Ils seront extrêmement efficaces et malheureusement pistés eux aussi et arrêtés eux aussi. Mais suffisamment populaire pour que moi je me souviens avoir vu une affiche de la première manif de solidarité au Manouchian, au cimetière d'Ivry en février 1945, et on voit une banderole « Vive le groupe Manouchian-Boksov ». Donc vous voyez, le chef 4e détachement déraillement était aussi extrêmement populaire. On voit ça, Bobine, à plusieurs reprises dans le film. Alors, à contrario de cette guerre de pauvres, la police vichiste, via la 2e brigade spéciale des renseignements français, va organiser une filature vraiment tentaculaire en 3 temps. Et comme le dit le film, le rapport de force est d'emblée inégal. Donc la spécificité de cette traque, c'est donc qu'elle est le fait de la police française extrêmement zélée, qui finalement fait bien plus que collaborer, c'est ce qu'on peut dire. Je suis persuadé que si on faisait une petite enquête sur... bon, aujourd'hui Manouchian a acquis certaines lettres de noblesse en quelques jours, mais si on interrogeait les gens, pour les gens, c'est la Gestapo qui a attrapé Manouchian. Or, c'est faux, c'est faux. Les Allemands étaient incapables de savoir où ils étaient cachés. Le Paris était suffisamment compliqué pour qu'il soit totalement inoffensif, inopérant. Donc, ce sont effectivement des policiers, et je le répète, des policiers d'extrême droite. Alors justement, suite à leur capture, il y a l'épisode de l'affiche rouge. Je vais simplement vous citer, mais vous les retrouvez sur les panneaux d'exposition, un extrait du poème d'Éluard. Ces étrangers d'ici qui choisirent le feu, leurs portraits sur les murs sont vivants pour toujours. Un soleil de mémoire éclaire leur beauté. Donc cette tentative de propagande échoue finalement, 15 000 affiches sont placardées sur les murs, surenchéries par une campagne de la presse collaborationniste qui va poursuivre complètement les mêmes visées de dénigrement à l'encontre de ces résistants terroristes. Et il y a un vrai retournement qui s'opère puisque l'effet de peur sur les passants ne se réalise pas.
au point que les morts de matin deviennent différents. Comment tu expliques justement ce retournement? Mais tu as bien fait de citer le poème d'Éluard. Il est moins connu évidemment que le poème d'Aragon de 1955, mais il y a un poème d'Éluard de 1950 qui rend hommage au FTP MOI. Il faut se replacer dans le cadre de février 1944, c'est-à-dire quand on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, à la résistance, etc., il faut être extrêmement vigilant sur les dates. Moi, je considère que l'état d'esprit de l'opinion française en 1940, après la débâcle, elle est complètement à plat. On est humilié et les gens sont totalement démobilisés et se laissent aller à Pétain parce que c'est le seul qui a l'air. Ça commence en 1941 avec Fabien qui tue un officier allemand à bouger, mais à peine. 42 est une année absolument désespérante parce qu'on a l'impression que les Allemands sont là pour un siècle. Et 43, ça change parce que 43, il y a eu Stalingrad. Et à partir de Stalingrad, donc à partir de janvier 43, vous avez les gens qui commencent à se dire « Waouh, peut-être qu'ils vont être battus ». Et on commence à sortir des cartes d'Europe où on va mettre des petites étiquettes « Les Russes avancent, les Russes avancent ». 44, eh bien, il y a les Russes qui avancent beaucoup, il y a les Américains qui sont en Italie et dans le Maghreb, et il y a la résistance en France qui est plus dynamique, donc ça fait beaucoup de choses qui expliquent cette nouvelle mentalité de l'opinion française. Alors justement, Méliné Manouchian déclare que sans l'affiche rouge, Missak et ses camarades seraient peut-être demeurés des inconnus. Donc qu'en est-il justement de tout ce processus mémoriel qui fait accéder le groupe Manouchian à la postérité, et qu'est-ce qui ensuite, étape par étape, conduit à cette panthéonisation du 21 février? Alors ce sera un long processus. Ce qui est sûr, c'est que l'affiche rouge, donc la popularité de ces 10, parce que vous avez vu, ils ont pris 10 personnages, 10 membres des 23 fusillés, en espérant avoir les têtes les plus patibulaires, les cheveux les plus hirsutes, les noms les plus compliqués, et bon, ça ne se passera pas comme ils le souhaitent. Il va y avoir le travail de Méliné, il va y avoir, moi j'ai découvert dans mes recherches, une de l'Humanité d'octobre 1944 où l'on voit Méliné avec des soldats arméniens et puis une gloire à ce groupe Manouchian. Donc il va y avoir dès 1950 un élu de Paris qui va demander à ce qu'une des rues de Paris porte leur nom. Ça lui sera refusé, ça va être remis en 1955 avec le poème d'Aragon qui deviendra la chanson de Ferré. Là aussi, mémoire entretenue et cachée parce que cette chanson de Ferré sera durablement interdite sur les antennes nationales. Elle est évidente à partir de 1982. Et puis, je pense que comme dans tous les événements, que ce soit la guerre d'Algérie, la Shoah, etc., il y a un moment où l'opinion se désintéresse. Il y a comme si... on en a tellement parlé, vous voyez, on sort de la guerre, non, laissez-nous tranquilles, etc. C'est exactement le même phénomène avec la guerre d'Algérie. Les gens qui font la guerre d'Algérie, après la guerre, ne veulent plus en entendre parler. Rappelez-vous 1968. Moi, je l'ai fait, vous l'avez fait aussi sans doute, mais personne ne parlait de la guerre d'Algérie en 1968, pourtant, elle venait à peine de se terminer, 4, 5, 6 ans avant. Donc, il y a des moments où l'opinion ne veut plus entendre parler de certaines choses, et puis ça revient dans l'actualité parce qu'un besoin de comprendre. Donc, voilà, c'est revenu, il y a eu cette association créée par M. Sakoun, qui a su associer un certain nombre de personnalités très diverses, qui a obtenu Mystère et Boule de Gomme, qui a obtenu l'écoute d'une petite cellule à l'Élysée qui est composée d'un militaire et d'un journaliste, et qui est petite cellule qui a été voir le président, et le président qui a dit bah oui, pourquoi pas.
Bon, vous avez entendu comme moi le discours du président. C'est bien, quoi. C'est étonnant d'écouter ça, mais ce discours-là, à ce moment-là, ben, c'était voilà, c'est un processus compliqué. Alors, est-ce que ça va continuer? Comment moi, je trouve que c'est très intéressant le succès de toutes les initiatives qui se passent maintenant depuis 3 mois autour de Manouchian. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de communistes, il y a beaucoup d'anciens communistes, il y a beaucoup de sympathie autour des communistes. Bon, pourvu que ça dure. Donc la lettre ultime à Mélinée, c'est vraiment cette trace dans l'imaginaire populaire qui nous reste vraiment de Manouchian. Manouchian qui finalement dévoile des facettes très multiples. Il est ce résistant apatride communiste survivant du génocide arménien, un homme de culture, un poète, un ouvrier attaché à la France des droits de l'homme. Donc il existe entre ces multiples facettes un trait d'union malgré tout. Et de quelle nature est-il à tes yeux, toi qui as vraiment travaillé sur son portrait, et on y reviendra plus en amont juste après? En tous les cas, c'est un point commun très très fort du couple, c'est-à-dire que ce couple est un couple d'orphelins et un couple d'orphelins du génocide. Lui avait 9 ans au moment du génocide de 1915, elle avait 2 ans. Lui va être pris en charge par un orphelinat catholique, elle va être prise en charge par un orphelinat protestant. Et très vite, peut-être parce qu'il croise un bon instituteur à ce moment-là, il va tomber amoureux de la France, de la culture française, d'une certaine conception de la littérature également. Donc ça, c'est un point commun qui va unir le couple lorsqu'ils se retrouvent dans les années 20 puis les années 30. La particularité de Manouchian, c'est difficile à dire, mais je dirais son humanisme. C'était un grand lecteur de toute notre littérature, et c'était un grand lecteur notamment de Romain Rolland, alors qui lit encore aujourd'hui Romain Rolland, mais il était passionné par certains romans de Romain Rolland qui parlaient de pacifisme, de culture allemande, etc. Donc, et finalement, c'est un peu ce discours qu'on retrouve dans la dernière lettre à Mélinée, je meurs sur un Rhin-Normand, etc. Donc, voilà, c'est ces éléments-là constitutifs de la personnalité de Manouchian. Donc tu le dis très justement, Missak et Mélinée sont ballottés d'un génocide à l'autre, du génocide arménien à la Shoah. Et Mélinée Manouchian déclare à propos de leur engagement: « Nous aurions pu rester cachés, mais nous ne pouvions pas rester insensibles à tous ces meurtres, à toutes ces déportations de Juifs par les Allemands, car je voyais la main de ces mêmes Allemands qui encadraient l'armée turque au moment du génocide arménien. » Donc ce qu'il n'y a pas là, le marqueur d'un élan à la fois internationaliste et patriotique pour la France, mais aussi pour l'Arménie, selon toi? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Internationalistes, ils le sont, internationalistes dans ce soutien à l'idée française, au rêve français, internationalistes dans la manière, à quelques heures de mourir, de parler de l'Allemagne, et puis internationalistes dans cet engagement des FDP-MOI, où le propre de cette organisation, c'était à la fois l'antifascisme, la France, et puis un goût du monde, quoi, un goût de l'international, un partage roumain, italien, espagnol, qui ont tous connu plus ou moins les mêmes drames et qui donc se retrouvent avec une même motivation. Oui. Oui, en effet, dans les rangs des FTP-MOI, c'est ce qu'on recense, énormément de multiplicité d'origine et d'appartenance, et pourtant d'appartenance culturelle, nationale, internationale, et pourtant toujours cette constante qu'on va retrouver, une synthèse du communisme, de l'internationalisme, de l'antifascisme et de l'antisémitisme. Tu es d'accord pour dire que finalement il y a un effet de synthèse dans ce mouvement? Oui, oui.
et c'était leur identité communiste de l'époque, hein, et avec pour eux une admiration sans borne pour l'Union soviétique, évidemment. Et il y a d'ailleurs une singularité que moi j'ai un peu de mal à m'expliquer, mais que je trouve aussi très symptomatique de la personnalité de Manouchian. Il y a dans le groupe, vous l'avez peut-être remarqué, un gars qui s'appelle Manouchian. Et Manouchian, il a en gros 20 ans de plus que les autres membres du groupe qui ont entre 17 et 30 ans. Manouchian en a à peu près 45. Or, ce Manouchian, il est né en Union soviétique, il sera dans l'armée rouge, il sera militant plutôt anti-stalinien, il deviendra trotskiste, il va fuir l'Union soviétique et Manouchian le protège. Franchement, quand on connaît l'état des relations plutôt conflictuelles entre les communistes et les trotskistes, il y a là quelque chose de très singulier et ça explique aussi cette espèce de, comment dirais-je, d'autonomie de jugement, de liberté, de force de caractère de Manouchian. Et dans la lettre, il adressera 2 lettres avant de mourir, une lettre à son épouse, une lettre à sa belle-sœur. Et dans la lettre à la belle-sœur, il cite un membre des 23, c'est Manouchian, en disant faut penser à la mémoire qui sera entretenue de Manouchian, etc. Alors au-delà de ce qu'on disait hein, sur la synthèse du communisme, de l'antifascisme et autres, il y a chez les résistants étrangers, du moins c'est ce qu'on observe, une prépondérance pour l'héritage universaliste de la Révolution française qui anime vraiment leur imaginaire. Ils s'en font même dépositaires. Et Misak Manouchian, le premier, hein, lui qui est pris de ces lumières. Bien, ce qui est aussi émouvant de ce point de vue, c'est l'année 1939, c'est-à-dire que l'année 1939 est une année anniversaire de la Révolution de 1789, et quand on regarde l'activité de Manouchian en 1939, notamment pendant l'été 39, il participe à toutes les grandes manifs d'hommage à Robespierre, à Marat, etc. Il doit y avoir des défilés avec des bonnets phrygiens. Bon, été 39, il fallait le faire parce que quelques semaines plus tard, on est le 1er septembre 39, en raison du pacte germano-soviétique, le PC est interdit et lui se retrouve en tôle. Il est mis en tôle immédiatement. Il se sortira de tôle en demandant d'entrer dans l'armée française, ce qui lui sera accordé. Beaucoup d'entre vous la connaissent, donc là c'est avec son frère, hein, Garapet, et on a retrouvé dans les archives municipales de la Seine le registre de l'atelier menuiserie dans lequel Misak et son frère eh bien, vont travailler à leur arrivée en 1924. Alors, c'est pas forcément évident à voir, mais vous avez leurs 2 noms ici. Donc c'est vrai que c'est une découverte absolument magnifique qui a été faite auprès de nos archives. Et c'est vrai que le rapport au travail va énormément structurer la MOI. Hein. On va citer Spartaco Fontano, hein, l'un des camarades du groupe Manouchian, qui va rétorquer au président du tribunal militaire lors du simulacre de procès: pour un ouvrier, la patrie, c'est le pays dans lequel il a trouvé du travail. Et c'est vrai que la MOI va être vraiment un vecteur d'intégration pour ces travailleurs et ces travailleuses immigrées. Bravo pour les archives. C'est extraordinaire. Ce que je ne sais pas exactement, c'est combien de temps il va rester à la scène. Dans le film, on parle d'1 an. Oui, mais tout juste. C'est vrai que c'est assez imprécis. On a peu de détails finalement. On sait où il logeait approximativement, place de la Lune. Mais c'est vrai qu'on a peu de détails. Oui, 1 année à peu près relativement. Et ensuite, il est muté sur Paris. D'accord. Ce que je sais, c'est que quand il est à Beyrouth, il dispose de 2 éléments administratifs. Il dispose d'un projet d'embauche à la Seine et il dispose de ce qu'on appelle le passeport Nansen, qui était un passeport créé par un diplomate norvégien qui permettait aux gens qui avaient perdu leur territoire, entre guillemets, pendant la guerre de 14-18, de pouvoir voyager. Donc il arrive avec ce double document et il arrive avec son frère qui est un frère maladif
qui va décéder très vite après et qui va le mettre d'ailleurs dans un état de dépression totale pendant quelques temps. Heureusement, il a des amis qui vont aider Manouchian à se sortir de cette phase très noire. Donc ton propos va énormément évidemment valoriser la résistance étrangère. Est-ce que au fond il ne fait pas la démonstration qu'il faut en finir avec le mythe national d'une résistance exclusivement française? Non, c'est pas contradictoire, bien sûr. Non, il y avait au même moment un mouvement français qui concernait l'énorme majorité du territoire. Simplement, il y a eu une spécificité dans les grandes villes. Alors, ce sera à Paris, ce sera à Lyon, ce sera à Marseille, de cette composante de la population, ces travailleurs immigrés qui seront partie prenante et de la lutte antifasciste et de la lutte de libération de la France. Il peut paraître vain de parler de résistance dans un camp de concentration. Il est vrai que l'immense masse des détenus à Ravensbrück était amorphe, affaiblie par la sous-alimentation, par le travail, minée par la maladie, courbée sous la menace des sanctions de toutes sortes. Il est exact que, pour la plupart de ces malheureuses vivant au jour le jour, les seules préoccupations étaient de s'approprier un tricot, un chiffon, un bout de ficelle, de resquiller un quignon de pain, une cuillerée de soupe, d'échapper à une corvée, d'éviter les coups, en un mot, de survivre. Mais il est certain aussi que de cette masse se dégageait de temps en temps une âme mieux trempée, un caractère, sinon un organisme, plus résistant, une sorte de bouée qui surnageait et à laquelle les faibles se raccrochaient. Chacune était déjà un embryon de résistance, et c'est leur réunion qui constitua une véritable organisation de résistance. Toutes les nationalités étaient représentées. Il y avait un intérêt certain à faire des groupes d'action internationaux. Cela permettait, lorsqu'un mot d'ordre était donné, de toucher plus rapidement et plus profondément la masse. Par ailleurs, je suis fière d'avoir travaillé avec Marie-Claude Vaillant-Couturier pour nos amis, et je suis heureuse d'avoir aidé les amis de Geneviève de Gaulle. Son obstination dans l'engagement l'amène à être donc la première Française déportée à Ravensbrück, où s'organise la résistance donc dans ce fameux groupe international dont elle nous parle dans son témoignage. En fait, ce sont les Tchèques qui ont établi un programme de résistance, prendre tous les postes à responsabilité, assurer les liaisons avec ces différents postes, instituer un service d'entraide, organiser le sabotage. Donc dès que les femmes arrivaient, elles étaient prises en main et on leur donnait un certain nombre de consignes, d'abord pour survivre et ensuite pour saboter le travail. C'était, en fait, elles étaient à la confection des uniformes des soldats. Et donc, elle sabotait ce travail. Martha Desrumeaux sera blessée et le médecin qui va la traiter va lui sectionner un nerf intentionnellement. Donc, elle perdra l'usage d'une main. Et puis, le 14 avril 1945, le premier convoi de femmes arrive à Paris. Il y a là le général de Gaulle, les différents groupes de résistance, et puis toutes les associations d'entraide qui attendent. Et là, pas de discours. Les femmes descendent et tous restent quoi. Ils sont face à des centaines de femmes, la plupart incapables de marcher seules, certaines allongées sur les civières. Martha sort du train, affaiblie, mais triomphante. En quelques jours, pourtant, épuisée, elle se rend à la Bourse du Travail, au journal La Voix du Nord, à celui de Liberté à Comines, et le 27 avril, à Semin, où elle prend la parole devant 2500 cheminots et mineurs. Un engagement de toute une vie consacré à la défense
et à l'union du monde du travail, des opprimés, de l'égalité homme-femme. Témoigner et lutter, son leitmotiv. Un engagement qui prend fin à Evnos en 1982 et qui lui vaut l'éloge de la bouche de l'ancienne députée européenne communiste varoise, Danielle Demarche. Martha, on dit que c'était une grande, mais le mot est petit. C'était une géante qui aurait toute sa place au Panthéon, n'est-ce pas? Malgré les démarches d'entreprise, le président de la République reste sourd. Martha, c'est l'ouvrière, absente des manuels d'histoire. Comme beaucoup de résistantes françaises et étrangères, elle est ostracisée, tout simplement. Et pourtant, la pauvreté qui gangrène la société, les inégalités hommes-femmes qui perdurent, la mise en cause de la République laïque et indivisible, l'arrivée au pouvoir dans plusieurs pays européens du fascisme et la montée généralisée de l'extrême droite, y compris en France, devrait inviter à la réflexion et à l'audace mémorielle. Celle-là même qui a permis d'arracher une victoire avec la panthéonisation de Missak Manoukian. Une audace toute pareille à celle qui anime Martha lorsqu'elle descend du train. Qu'est-ce qu'elle dit? Ce train qui la ramène de l'enfer. Je suis Martha Desrumeaux. Les nazis ne m'ont pas eu. Une nation ouverte, fraternelle et souveraine. Tous ces étrangers morts pour la France, résistants, antifascistes, de surcroît, communistes pour certains, sans oublier ces Français, hors métropole, d'origine maghrébine et européenne d'Afrique, qui ont découvert la métropole pour un grand nombre, afin de la libérer. Certains ont donné leur vie sur nos côtes méditerranéennes, aidés par la résistance très importante dans le Var. Tous méritent notre conscience, la reconnaissance de la France et l'entrée au Panthéon. Pour combler cet hommage, un appel aujourd'hui pour reconnaître enfin Henri Barbus, soldat de la paix, infatigable responsable créateur de l'ARAC, qui se battait contre la guerre pour les mêmes idéaux républicains de la paix, liberté, démocratie. Il mérite aussi son entrée au Panthéon. Merci de votre attention, Gérard Vallée.